Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Cessons de maltraiter nos vieux, c'est le titre de votre livre. Élise Richard, vous êtes journaliste d'investigation et vous publiez donc cette enquête qui a duré plus de 3 ans dans les EHPAD et à domicile aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Élise Richard, c'est vrai, ça m'a rappelé, je voulais même le mettre, mais cette merveilleuse chanson de Jacques Brel, vous savez, Les Vieux, là, une chanson culte. D'ailleurs, on pourra la repasser, Thibaut, si jamais on a un temps, mais pendant l'émission. Au fond, cette enquête, elle est à la fois poignante. C'est un sujet qu'on connaît, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, dont on parle, et évidemment, et à juste titre, depuis des années. Mais là, vous avez fait une enquête de fond sur le terrain, et vous avez commencé, effectivement, avant la Covid, puisque vous avez commencé ces 3 ans d'enquête, donc 2018-2019, c'est ça. Et au fond, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, vous, qui n'êtes pas, et loin de là encore, sujet à l'EHPAD, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à là ? C'est les parents, c'est l'idée, c'est la filiation, c'est quoi ? Moi, ma grand-mère, elle a terminé ses jours dans un EHPAD, donc c'est forcément un sujet qui me concerne. Et après, en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous finalement, puisqu'on a tous des parents, des grands-parents qui vieillissent. On va tous, nous, devenir vieux un jour, nos enfants aussi. Et en fait, c'est un sujet qui devrait finalement concerner tout le monde. Alors, peu de gens se sentent concernés. Oh, quand même, je crois, aujourd'hui, oui. En tout cas, voilà. Et alors, vous êtes parti sur le terrain, c'est ça ? Donc, je suis partie sur le terrain, donc en 2018. Donc, à l'époque, il y avait énormément de grèves de professionnels qui dénonçaient leurs conditions de travail, notamment en EHPAD, et notamment le manque de personnel récurrent et la maltraitance institutionnelle qui en résultait. Donc, je suis partie à leur rencontre. Donc, j'ai visité des EHPAD, des services d'aide à domicile. J'ai rencontré des personnes âgées, des familles. Et je me suis rendu compte qu'en effet, le système dysfonctionnait de toutes parts, principalement en fait par manque de moyens humains et financiers. Alors, est-ce que vous avez eu de la difficulté à entrer dans les EHPAD ? Est-ce que vous présentiez un visage découvert en disant « je fais un livre », etc. ou pas ? Alors, à l'époque, je faisais un documentaire. Donc, en 2018, c'était dans le cadre d'un documentaire télévisé. Donc, il y a certains EHPAD qui m'ont ouvert leurs portes parce qu'ils avaient envie, justement, de parler de cette situation, de dire « nous, on fait de notre mieux avec les moyens qu'on a, mais on n'a pas assez de moyens. » Et tous les jours, c'est une frustration immense pour les professionnels. Frustration de ne pas avoir le temps de faire correctement notre travail. Donc, il y a des EHPAD qui m'ont ouvert leurs portes. Après, il y a d'autres EHPAD où ça a été plus compliqué de rentrer et où j'ai pu faire des immersions incognito. Voilà, donc il y a une de mes collègues qui s'est fait embaucher notamment en tant qu'aide-soignante, alors qu'elle n'avait aucune formation ni aucun diplôme, aucune expérience. Déguisé, c'est comme Valraff et voilà. Tout ça. C'était un moyen en fait de pouvoir révéler ce qui se passait réellement dans certains EHPAD. Et alors, ce que vous avez constaté, vous parlez de maltraitance, honnêtement, parce qu'il y a des cas de maltraitance aussi, on a vu, mais vous, ça vous a frappé quand même de certains cas de maltraitance, parce que vous en parlez aussi dans votre livre, des gens qui ont été licenciés, etc. Oui, alors la maltraitance, le plus souvent, elle est institutionnelle. Ça veut dire que c'est une maltraitance qui est involontaire, qui est causée par le système et le manque de moyens, comme je le disais. C'est-à-dire concrètement, si vous voulez, par exemple, dans un EHPAD, en moyenne, il y a 63 équivalents temps plein personnel, donc pour 100 résidents. Donc ça, c'est une moyenne. Et d'après le rapport du défenseur des droits, il faudrait au minimum un ratio de 80 personnels pour 100 résidents. Donc il y a un déficit permanent de personnel. C'est un déficit structurel. Structurel. Ça veut dire, mais donc 63%, ça c'est en équivalent temps plein, ça veut dire que dans les faits, par exemple, si vous voulez, le matin, dans une unité d'une 40aine de résidents, il va y avoir à peu près 3 aides-soignants pour faire les toilettes. Ce qui veut dire que... Sur 40 résidents. Sur 40 résidents. Ce qui veut dire que chaque soignant va avoir une dizaine, voire une douzaine de toilettes à faire chaque matin. Ce qui est énorme. Parce qu'une toilette, c'est quoi ? Une toilette, c'est lever la personne, l'aider à sortir de son lit, l'accompagner jusqu'à la salle de bain, la déshabiller, lui faire sa toilette, ensuite l'habiller, l'installer sur son fauteuil, l'accompagner jusqu'à la salle du petit déjeuner. Ça prend du temps. Et en fait, les soignants n'ont pas de temps. Donc, ils ont 10-15 minutes maximum par résident. Ce qui veut dire qu'en fait, tout est fait à la va-vite. C'est presque bâclé. Voilà, presque bâclé. Et donc ça crée vraiment ce que je disais, donc un sentiment de frustration énorme pour les soignants. Et à la fois pour les personnes âgées, c'est un accompagnement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils méritent. Parce que
Parce qu'en effet, ils n'ont pas le temps. Eux, ils ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés, de parler. C'est des gens qui sont souvent en EHPAD très dépendants et qui ont besoin d'humain, ce qu'on peut tout à fait comprendre. De parler, d'avoir figure humaine. Est-ce que vous avez vu, on parle toujours de la France à 2 vitesses ou à 3 vitesses, il y a aussi les EHPAD à 2 ou 3 vitesses? Je veux dire, des EHPAD où on est très 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 bien soigné. Alors ça, c'est un peu une idée reçue en fait, parce que si vous voulez, il y a en effet le tarif moyen d'un EHPAD, c'est autour de 1 800 €. Il y a des EHPAD qui sont beaucoup plus chers, 3 000, 4 000, 6 000 €. Ça peut monter même jusqu'à 10 000 €. Ouais. Mais en fait, en payant plus cher, on n'a pas forcément un meilleur accompagnement. Ça veut dire que, évidemment, les locaux seront peut-être plus neufs, plus récents, mieux entretenus, des chambres plus vastes. Mais en termes d'accompagnement, il n'y aura pas forcément plus de personnel dans des EHPAD privés lucratifs. C'est-à-dire que même en payant cher... Le quota des 63 sur 100 reste dans les EHPAD même de luxe. Et même les chiffres prouvent le contraire. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnel dans les EHPAD commerciaux que dans les EHPAD publics hospitaliers. Donc finalement, en payant plus cher, on n'a pas forcément un meilleur accompagnement. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Enfin, et en fait, oui, il y aura sans doute, je vous dis, l'aspect hôtelier qui sera peut-être mieux, mais l'accompagnement lui-même, le nombre de soignants ne sera pas plus élevé. Alors, on va parler de tout ça, on va continuer à parler de tout ça après les informations et avec vous. Élise Richard, un livre passionnant, Cessons de maltraiter nos vieux. Une situation qu'on sait, mais quand on va sur le terrain, comme elle est Élise Richard, on sort de là transformé, en tout cas en partie. Et en plus, on a beaucoup parlé des EHPAD durant cette période. On a fait quelques enquêtes à cette antenne. Eh bien, écoutez, c'est aussi un sujet plus global. Vous pouvez peut-être témoigner. Vous avez peut-être des parents en EHPAD. Donc, vous pouvez témoigner ou alors vous vous posez la question. Est-ce que je peux mettre mes parents en EHPAD? Vous pouvez poser vos questions à Élise Richard à partir de 13h15 et vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Jacques Brel. Oui, parler de cette chanson culte, Les Vieux. Alors tout le monde, bien sûr que tout le monde est d'accord, cessons de maltraiter nos vieux. Élise Richard, c'est votre enquête pendant 3 ans dans les EHPAD et à domicile. Bien sûr, cessons de maltraiter les vieux. Si on faisait un sondage là-dessus, il y aurait 100% de Français qui diraient mais oui. Après, comment ? Quand et qu'est-ce qui se passe vraiment? Là, c'est comme toujours une autre histoire. Maintenant, il n'y a pas que les EHPAD, il y a le domicile. Et vous m'avez dit en antenne, on en parlait, vous avez dit 60% des personnes âgées dépendantes sont à domicile. Tout à fait. C'est la majorité. La majorité, oui. Alors, comment ça se passe? Parce que vous avez aussi enquêté. C'est vrai qu'on parle beaucoup des EHPAD, mais à domicile, la situation n'est pas forcément meilleure. Parce qu'il y a aussi un manque de personnel énorme, une pénurie de personnel, parce que ce sont des métiers à domicile en fait qui sont... L'aide à la personne, c'est ça? Voilà, l'aide à la personne, donc les aides à domicile ou les auxiliaires de vie. Donc ce sont des personnes qui vont s'occuper à domicile pour accompagner les personnes âgées dans tous les actes de leur vie quotidienne, donc se lever, faire la toilette, les aider à manger, les accompagner, les changer, les coucher, etc. Et elles ont souvent très peu de temps, en fait, c'est-à-dire que les départements délivrent ce qu'on appelle un plan d'aide, qui va, en fonction du degré de dépendance et des revenus de la personne, leur accorder 1, 2, 3 heures par jour d'aide à domicile. Et bien souvent, ce nombre d'heures est insuffisant. Ce qui veut dire que les aides à domicile se retrouvent à avoir, par exemple, 1 heure le midi pour s'occuper d'une personne. Et donc, pendant cette heure, 1 heure en tout, vous voulez dire. 1 heure en tout. Donc ça veut dire qu'elles doivent à la fois faire l'entretien du logement, elles doivent préparer le repas, aider la personne à manger. Parce qu'il faut... elles font le ménage aussi, non? Oui, elles font aussi... Oui, en fait, elles font tout ce que la personne ne peut plus faire elle-même. C'est ça, donc ce qui veut dire qu'elles vont en effet s'occuper des lessives, faire la vaisselle, entretenir le logement... Faire les repas aussi. Faire les repas, tout à fait. Ouais. Aider la personne à manger, parce que bien souvent, les personnes ont besoin d'aide aussi pour manger. Donc tout ça en 1 heure, voire parfois 1 demi-heure. Il y a aussi des créneaux d'1 demi-heure. Donc 1 demi-heure, quand on arrive, on dit bonjour, on discute, et il faut préparer le repas et manger. En fait, c'est intenable. Donc elles aussi, elles vivent avec ce sentiment de frustration et avec cette... certaines m'ont dit, on a l'impression d'être maltraitant malgré nous, en fait. Et les personnes âgées, en fait, elles vont avoir donc 1, 2, 3 heures
d'aide à domicile donc, par jour, et le reste du temps, elles seront seules chez elles. Ouais. Donc, le domicile, il y a aussi beaucoup de défaillances et aussi un besoin de plus de personnel. Et vous avez constaté quand même qu'à domicile, les parents, les enfants, enfin les enfants, les proches viennent pas très très souvent. Alors, ça dépend. Ça veut dire que bien souvent, c'est quand même les proches aidants, la famille, qui vient pallier justement ce manque de personnel, Ben oui, c'est ça. ce manque de moyens. Ouais. Et il y a beaucoup d'aidants en fait qui font le travail d'aide à domicile, qui se retrouvent à devoir laver leurs parents, le changer, Ouais. etc. Oui, ils le font eux-mêmes. Oui. Qu'ils font eux-mêmes, ce qui peut être vraiment épuisant. Il y a 20% des aidants qui déclarent subir une charge importante ou lourde et qui sont au bord de l'épuisement, véritablement. Donc il y a vraiment un déficit aussi au niveau du domicile. En fait, il faudrait augmenter les plans d'aide, donc augmenter le nombre d'heures de présence à domicile pour les personnes âgées, et également rendre ces métiers plus attractifs, parce qu'aujourd'hui, les aides à domicile sont souvent à temps partiel, elles sont très mal rémunérées. En moyenne, quoi la rémunération? C'est en moyenne moins de 1 000 euros net par mois. Parce qu'elles ont moins de 1 000 euros net par mois, parce qu'elles ont des temps partiels, pour beaucoup. Elles ont beaucoup de déplacements, elles travaillent sur des plages horaires très étendues, donc très tôt le matin et finissent très tard le soir, parce qu'elles s'adaptent aux horaires des personnes. Bien sûr. Elles ont des trajets entre chaque intervention, donc c'est un travail Les trajets ne sont pas compris dans le... Alors les trajets sont défrayés, Oui. mais les indemnités sont ridicules. Donc en plus, elles utilisent souvent leur propre voiture. Donc il y a aussi tout ça qui se rajoute. Et donc c'est un travail qui est fatigant. Ouais. S'occuper de personnes âgées à domicile, il n'y a pas forcément le matériel adéquat, ce qui veut dire qu'elles doivent aussi donc lever les personnes de leur lit, faire des transferts, sans avoir forcément de lèvres malades, ce que peuvent avoir les professionnels en EHPAD. Donc pour le corps, c'est aussi dur. Ben oui, c'est clair. Et donc c'est un métier, c'est un travail physique énorme. Et c'est un métier qui manque d'attractivité, et forcément. Alors les salaires dans le secteur associatif vont être bientôt revalorisés à hauteur de 13 à 15% en moyenne. Mais ça ne concerne que le secteur associatif, donc ce qui veut dire que tous les autres salariés en sont exclus, dans le privé lucratif notamment. Et il y a quand même un problème de recrutement énorme. Ouais. Et donc il y a beaucoup de services d'aide à domicile en fait qui ne peuvent pas prendre en charge des personnes âgées, faute de personnel. Faute de personnel, oui. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes âgées qui se retrouvent ingrat et épuisant, dur, ouais, vraiment, c'est clair. Et qui est vital. On l'a vu pendant la crise de la Covid-19. Les aides à domicile, ce sont elles qui ont continué de travailler, qui ont continué de... Alors justement, je vous demandais qu'est-ce qu'a changé la Covid-19, puisque vous avez commencé votre enquête avant, Élise Richard, et puis pendant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé profondément, ou simplement ça a aggravé, ça a montré... Le malaise a été montré de façon plus claire, plus transparent, plus précis. Je crois qu'en fait, cette crise, elle a été comme un révélateur des dysfonctionnements qui existaient déjà. Ça a eu comme un effet un peu de loupe, si je puis dire. Et c'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'avaient pas conscience des conditions d'accompagnement des personnes âgées. Donc ça a révélé des dysfonctionnements, mais c'est des dysfonctionnements qui préexistaient avant la crise. Alors depuis la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu des mesures quand même qui ont été prises par le gouvernement. Ça a permis quand même certaines améliorations, notamment dans les EHPAD, l'augmentation du salaire des professionnels, donc à hauteur de 183 € net par mois, donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est une véritable avancée. À domicile, donc je l'ai dit, il y a le secteur associatif qui va pouvoir aussi être valorisé entre 13 et 15%. Il y a eu aussi de l'argent qui a été investi pour rénover les EHPAD, etc. Mais ça reste des mesures. C'est du saupoudrage. Là, très récemment, Jean Castex a annoncé en effet un nouvel investissement de 400 millions d'euros. Donc recruter 10 000 soignants d'ici 5 ans dans les EHPAD et augmenter. Ce qui est bien, ce qui est pas négligeable. Ce qui est bien, mais ce qui est en fait négligeable au regard des besoins. Ouais. C'est une question qui n'est pas annexe du tout, mais qui est pâle au cœur de votre enquête. Est-ce que vous avez entendu parler, parce qu'on a beaucoup parlé de ça et on s'est demandé si c'était fake news ou rumeur ou pas, ce traitement, que on a essayé, un distributeur de Rivotril, l'histoire de Rivotril, vous avez entendu parler? Oui, bien sûr. On disait que est-ce que
est-ce que vous validez ou pas, en tant que journaliste, est-ce que c'est quelque chose qui a joué? On a dit, bon, ben, écoutez, parce que la vraie question, en fait, c'est un pays se juge aussi à la manière dont il traite ses vieux, d'ailleurs, aussi ses jeunes, etc. Est-ce qu'il y a eu cette espèce de syndrome, en disant, pas du tout un syndrome d'euthanasie, etc., ne tombons pas dans les complots, mais quelque chose qui dirait, bon, ben écoutez, voilà, ils sont déjà condamnés, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu vent? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle a aussi révélé l'agisme, en fait, qui règne dans la société, c'est-à-dire la discrimination de personnes en fonction de leur âge. Et très clairement, ce qui est certain, c'est que dans les EHPAD, les personnes âgées n'ont pas été prioritaires dans les régions où c'était très tendu pour être hospitalisées. Alors, parce qu'on a pensé qu'elles étaient dans des EHPAD, qui avaient quand même des soignants à leur chevet, etc. Donc elles n'ont pas été prioritaires. Il fallait soigner ceux qui étaient dehors. Exactement. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui auraient peut-être pu être sauvées et qui n'ont pas été hospitalisées. Oui, ils n'étaient pas du tout prioritaires ou loin dans l'hospitalisation. On ne les hospitalisait pas. Et donc pas forcément selon des critères, parce qu'en effet, il y a un tri des malades qui est effectué en fonction des critères de survie. Est-ce qu'une personne va plus ou moins résister à la réanimation? Mais là, c'est des critères vraisemblablement plus sur l'âge. Et donc, en effet, c'est vrai que les personnes âgées, dans les EHPAD notamment, ont payé un lourd tribut durant cette crise. Oui, ça c'est clair, on l'a vu et ça a été très dur. Et justement, par rapport à ça... quand je dis qu'un pays est jugé à ça, vous 3 ans d'enquête, Élise Richard, votre livre, vous pensez qu'aujourd'hui, grosso modo, évidemment, il faut comparer avec le reste du monde, on n'est pas atomisé, on n'est pas sur la planète Mars, est-ce qu'on traite, grosso modo, plutôt bien ces vieux ou pas? Non, moi je pense qu'il y a un vrai déficit et l'abandon de la loi grand âge et autonomie qui a été promise par Emmanuel Macron en 2018 qui a été abandonnée. C'est vraiment l'exemple du fait que les vieux ne sont pas une priorité aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu des mesures là qui ont été annoncées récemment, j'en parlais, mais 10 000 professionnels en plus sur 5 ans, c'est ridicule au regard des besoins. Je peux citer un autre rapport, il y a le rapport qui a été réalisé en 2018 par 2 députés, Caroline Fiat et Monique Iborra, et qui préconisait de doubler le nombre de soignants, d'infirmiers aides-soignants, pour qu'il y ait un accompagnement véritable digne de ce nom dans les EHPAD. Donc 10 000 professionnels sur 5 ans, ce sera certainement, ça veut dire en moyenne 1,4 soignants en plus dans les EHPAD. On est très loin de ce qu'il faudrait. Oui, par rapport au quota qu'il faudrait, Non, c'est vrai, ce que vous montrez très bien, c'est que la dose de travail, à la fois physique et de temps, qu'il faut pour s'occuper de quelqu'un qui est dépendant. C'est ça. Bien sûr. Et donc, je pense que... Mais c'est pas nouveau, c'est vrai que depuis des années, les gouvernements successifs renoncent à réformer véritablement ce secteur. Et pourtant, c'est une priorité, parce que la population vieillit, on va devenir de plus en plus dépendant, sans doute, parce que l'espérance de vie augmente. Et c'est vrai, ça devrait être une priorité, mais le fait est que ça ne l'est pas, puisque la loi grand âge a été abandonnée. C'est vraiment malheureux. Peut-être parce qu'ils votent pas assez. Il reste citoyen à part entière. Et c'est vrai qu'après, quand on est dans des institutions, c'est plus compliqué en étant dépendant d'aller voter. Ça aussi, c'est un vrai problème. Vous savez, non, je dis ça en passant. Vous savez qu'on est en train d'essayer de ressusciter le vote par correspondance. Et on sait le scandale qu'ont été écrit le vote par correspondance dans les EHPAD. En Amérique et ailleurs, où effectivement on fait des enveloppes, on fait signer n'importe quoi. C'est un autre problème, mais qui montre bien effectivement l'étendue, l'acuité du problème. Et comment sont traitées les personnes âgées en France? Vous avez parlé évidemment des comparaisons avec le reste du monde, mais vous avez peut-être des témoignages à nous livrer au 0826 300 300. Eh bien, vous aurez la parole dans quelques instants et vous pouvez poser vos questions à Élise Richard. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on file au 0826 300 300 avec vous qui nous écoutez et qui nous appelez pour poser vos questions à Élise Richard. Et nous sommes avec Guy qui nous appelle de Saint-Julien dans la Haute-Vienne, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Voilà, moi, si vous voulez, plus qu'une question, c'est le fait que j'ai été immergé dans la vie d'un EHPAD. Oui. Pendant plus d'1 an et demi.
avec, si vous voulez, des conditions un peu particulières, puisque mon épouse n'a que 70 ans. Ouais. Oui. Voilà. Et donc, je la visitais tous les jours. Il a fallu que je me batte quand il y a eu les problèmes de Covid, de confinement, etc. Voilà, je n'ai pas eu d'aide de ce côté-là, puisque j'ai contacté la presse, j'ai contacté la direction de la santé, dans la mesure où les Alzheimer devaient être protégés, ne pas les isoler, ne pas les masquer. Ouais. Voilà. Que moi je puisse porter le masque inclusif, ce qui m'avait été refusé. Voilà, donc j'ai averti la direction de l'EHPAD, c'est un groupe privé. Oui. J'ai averti l'ARS, donc l'ARS m'a répondu. Le groupe privé, la direction générale m'a répondu aussi. Donc j'ai pu avoir un statut un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'ai pu voir quand même mon épouse une fois par semaine pendant 1 heure dans une salle, c'était la salle d'accueil de jour qui était fermée. Oui. Voilà. Puis après, quand l'EHPAD s'est rouvert, ou dans les périodes où ça a réouvert, donc j'ai pu vivre ce qui se passait en direct. Il y a eu des élections au CVS, donc j'ai été élu au CVS, comme le CVS, c'est le comité de la vie sociale. Oui. C'est un organisme, si vous voulez, donc qui est chargé de participer à la vie de l'EHPAD, etc. D'accord, Guy, mais dites-nous ce que vous avez vu, votre témoignage là, parce que voilà. Moi, mon témoignage, il est effarant quelque part. C'est-à-dire que, madame, là, vous parliez du manque de moyens, etc. Ce qu'il faut rajouter à ce manque de moyens, c'est le statut un petit peu particulier qu'ont les EHPAD privés par rapport aux EHPAD publics. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations qui normalement doivent être faites par des infirmières ou des aides-soignantes et qui dans les EHPAD privés peuvent être faites par du personnel hôtelier. D'accord. Ça, c'est la vérité. Oui. Quant au manque de personnel, dans les EHPAD, si vous voulez, vous avez donc, pour les gens qui sont lourdement dépendants, qu'on appelle les GIR 2 ou les GIR 1, ça nécessite beaucoup plus de soins. Bien sûr. Puisqu'il faut les faire manger, il faut les changer, il faut faire les transferts, etc. Et donc, dans les EHPAD publics, ça c'est étudié. C'est pour ça qu'on va vous refuser pour l'entrée. Dans les EHPAD privés, on vous accepte. Mais le problème, et ça moi j'ai assisté quand on était dans la salle à manger commune, si vous voulez, dans la grande salle, moi j'ai assisté à des gens, on leur posait devant eux donc la nourriture et ils ne pouvaient pas manger. Ah oui, parce que personne ne les faisait manger, c'est ça. Personne ne les assistait. Vous aviez une personne pour faire manger 5 à 6 personnes. D'accord. Et faire manger une personne, il faut y aller doucement parce que, si vous voulez, il y a les problèmes de fausse route et les problèmes, etc. Voilà. Et donc, si vous voulez, je me disais en moi-même, heureusement que moi, je suis là tous les jours, quasiment quand je pouvais, donc pour faire manger ou pour faire boire mon épouse. Voilà. En tant que président du CVS, j'ai assisté à tout de suite quand les gens ont su que j'étais le représentant des familles et donc et en même temps j'avais été le président du CVS, donc les gens venaient me voir et là j'ai découvert d'autres problèmes, si vous voulez. J'ai découvert des problèmes qui touchaient la santé. Et quand j'ai voulu en parler, donc à la direction de l'EHPAD, la direction locale de l'EHPAD, on m'a renvoyé dans mes plates-bandes en me disant que le CVF, son rôle, c'était pas de s'occuper de ça. Or, la loi, elle est très floue là-dessus parce qu'on parle quand même du parcours thérapeutique, donc des soins. Alors Guy, je voudrais justement sur ce que vous avez dit, et merci de votre témoignage, Élise Richard. Est-ce que vous avez ce que dit Guy, c'est vrai? Oui, c'est très juste. En fait, c'est aussi beaucoup, hélas, beaucoup de témoignages que j'ai entendus de proches de résidents d'EHPAD, c'est-à-dire qui sont obligés de venir aider leurs parents à manger parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour le faire et que sinon leurs parents, en fait, mangent pas. Dans bien des cas. Et il y a aussi le fait, en effet, que par manque de personnel, il y a un phénomène de glissement des tâches, c'est-à-dire que
Les agents d'entretien, du personnel hôtelier, c'est ça. Justement, les agents d'entretien vont être amenés à réaliser les tâches des aides-soignants, les aides-soignants celles des infirmiers, les infirmiers celles des médecins. Donc ça c'est le phénomène de glissement des tâches parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Qui est général. Bon, on parle là du privé, mais très honnêtement, je pense que c'est valable dans de nombreux EHPAD, quel que soit le statut. Et c'est lié au fait qu'il y a des difficultés de recrutement énormes, du fait que ce sont des métiers, encore une fois, très pas assez valorisés, très difficiles, etc. Le manque de personnel fait qu'il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de turnover. En fait, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Et donc, en effet, les EHPAD, il y a 44% des EHPAD qui ont des difficultés de recrutement, 9% qui ont un poste d'aide-soignant vacant depuis au moins 6 mois. Et donc, en fait, il y a beaucoup de directeurs qui sont obligés de recruter du personnel non diplômé pour faire fonction d'aide-soignant. Donc, c'est ce qu'on appelle les faisant fonction d'aide-soignant. Et moi, durant mon enquête, une de mes collègues journalistes s'est fait embaucher en tant qu'aide-soignante, donc faisant fonction d'aide-soignante. Elle n'avait pas de diplôme, pas d'expérience, aucune formation dans ce domaine. Et on l'a embauchée comme ça. Et ce qui est terrible, en fait, ce que je raconte dans le livre, c'est que donc elle a été en doublon pendant une journée avec un aide-soignant, donc qui lui a appris sur le tas les rudiments du métier, donc comment laver une personne, comment la changer, comment l'aider à manger, etc. Ça a duré une journée, ce qui est très court. Et dès le lendemain, elle s'est retrouvée seule pour faire les toilettes des résidents. Mais elle ne connaissait pas leur pathologie, donc elle n'avait pas appris forcément comment accompagner. Le métier d'aide-soignant, c'est un vrai métier, c'est un diplôme d'État, c'est 1 an de formation. Donc ça ne s'apprend pas en une journée, très clairement. Donc c'est une mise en danger pour les personnes qui sont embauchées comme ça à la va-vite, qui se retrouvent à devoir effectuer des tâches qu'elles n'ont pas vraiment apprises. Et pour les personnes âgées, évidemment, c'est une mise en danger. Et on ne l'a demandé aucun diplôme parce qu'on avait besoin Parce qu'on avait besoin en urgence de quelqu'un. Et elle s'est retrouvée, même encore pire, elle s'est retrouvée à devoir distribuer des médicaments le soir. Donc c'est des médicaments qui avaient été préparés préalablement par une infirmière quand même. Mais elle connaissait pas les résidents, ça faisait un jour qu'elle était là, elle connaissait pas la manière de leur administrer, ça aurait pu être très grave. Tout ça, ça montre qu'il y a vraiment un problème au niveau du recrutement. Du recrutement, de la rémunération, du temps, etc. Mais tout ça, c'est un cercle vicieux finalement. Oui, bien sûr. Merci en tout cas Guy pour votre témoignage. Vous l'avez vu, qui colle à l'enquête d'Élise Richard. Ce que vous avez vu, Élise Richard l'écrit, et donc vous pouvez vous poser vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 jusqu'à 14h, et c'est ce qu'a fait Catherine qui nous appelle de Paris. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Je souhaite poser une question et en même temps témoigner. À propos des sociétés qui envoient des personnes à la suicide, effectivement, j'ai pu constater, en rendant service à une amie dans le polyantilipe capé, avait un talent de transporter de son lit à un siège. Cette dame m'a demandé de venir voir comment ça se passait parce qu'elle retrouvait son mari dans des positions vraiment bizarres. Sur son lit, une jambe passant par-dessus la protection qui permet pas de tomber. Et effectivement, j'ai même essayé d'apprendre moi-même à faire ce qu'il fallait. Je peux témoigner du fait que pendant des mois, elle a dû faire la formation des gens qui venaient chez elle en son absence. Elle est orthophoniste. Orthophoniste, oui. Oui, elle pouvait faire des heures de travail, donc. Et elle intervient aussi dans des EHPAD. Donc, les sociétés qui font de la formation ne font pas vraiment de la formation. Je pense qu'il y a un déficit de personnel qui est dû aussi à ça. Quand les gens sont confrontés à ce que vient de décrire Madame Richard, c'est normal qu'ils abandonnent. Je veux dire, pour moins de 1 000 € par mois, c'est jouer les bouches-trous pour faire quelque chose de difficile et qui humainement réclame, je dirais, de la compassion et des qualités formidables. C'est pas évident. Mais le bas blesse, à mon avis, la raison qui est assez moche. C'est-à-dire,
je crois que c'est même sur cette radio qu'on a évoqué ce problème. Investir dans un EHPAD, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, le problème, il vient aussi de cela. Les gens sont payés. Oui, vous voulez dire que certains investisseurs d'EHPAD, c'est le retour sur investissement, c'est d'essayer de faire le maximum de bénéfices en rognant sur les prix, quoi, hein, en faisant du cost cutting, comme dit l'autre. Ben voilà, je veux dire, là, il y a quelque chose. Alors, je voudrais savoir si elle évoque cela dans son livre, parce que c'est important que les gens le sachent. Puisqu'elle a même révélé qu'en payant plus cher, on n'a pas forcément un meilleur service. Alors, Élise Richard, justement, oui, sur ce problème de la formation et le reste, oui. C'est vrai que dans les EHPAD privés commerciaux, donc qui ont forcément une logique commerciale, donc de faire, en fait, d'être rentable. Retour sur investissement, de rentabilité, oui. En fait, donc il n'y a pas forcément plus de personnel, alors que beaucoup dégagent des marges considérables. Elles sont vraiment considérables, les marges bénéficiaires. Plusieurs millions, enfin dizaines de millions, voire centaines de millions de bénéfices pour certains. Par an. Ça va jusqu'à centaines de millions de bénéfices. Oui, pour certains groupes, oui. Et en fait, pour dégager des marges, ils vont effectivement rogner sur tout. Et donc, ça passe par le prix des repas, par exemple, dans certains établissements, dans certains groupes. Donc, tout est rationalisé et il va y avoir un budget pour tout ce qui est denrées alimentaires. Donc, c'est un budget qui est très faible. Un budget fixé qu'il ne faut pas dépasser. Donc, ça va, le plus bas, c'est 3,60 € jusqu'à 5 €. Mais quand on paye 3 000 € par mois, c'est vrai qu'il y a un décalage énorme. Et donc, c'est vrai que les familles payent très cher, sont souvent obligées de soit vendre la maison ou de vider le compte de toutes les économies d'une vie. Et après, dans ces établissements, on se rend compte qu'en effet, tout est rationalisé. Le nombre de couches aussi, parfois, de protection. Il y a un budget, il y a un quota. Donc, 1 € par jour par résident. Tout est le matériel. Voilà, tout est rationalisé. Et donc, c'est vrai que finalement, cette rentabilité se fait au détriment des personnes âgées. Est-ce que c'est général ou est-ce que c'est... Il y en a qui vraiment... ils font tous du bénéfice, je parle des privés, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a qui tiennent compte quand même, qui font, disons, où c'est vraiment la marge qui compte et à tout prix et faire le maximum en serrant le maximum, ou d'autres ont peut-être... Des logiques un peu plus douces. Ouais, je pense que comme partout, il y a évidemment des différences selon les groupes. Bien sûr. Mais il y a en effet certains groupes qui dégagent des bénéfices vraiment très importants, qui ont énormément d'établissements et qui sont très clairement dans une logique financière de rentabilité et qui ne va évidemment pas dans le sens de l'intérêt des personnes. Oui. Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelés. Nous allons en Bretagne du côté de Quimper avec Thierry qui nous appelle. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Thierry. Oui, bonjour André Berkoff. Merci beaucoup pour vos émissions. Merci. Et bonjour à vos invités. Je me suis permis de vous appeler parce que votre invité précédent, là, concernant les consommateurs de crack... Oui, Pierre Licia, oui. Voilà, qui a précisé quand même qu'il était anormal de forcer une personne à se soigner... sauf dans une dictature. Non, c'est pas. Attendez, juste pour préciser, c'est pas ce que lui disait. Il disait que d'après Pierre Licia, des gens de la municipalité ou de la mairie de Paris disaient on ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner. C'était pas son propos à lui. Il rapportait des propos de la mairie de Paris. Voilà. Oui, d'accord. Bon, donc selon lui. Alors c'est encore mieux parce que ce sont des élus. Qui avance cette hypothèse. D'après lui, oui, voilà. Sauf dans une dictature. Alors, je n'ai pas tout compris parce que actuellement, d'une manière plus ou moins déguisée, on impose aux gens de se soigner, enfin entre guillemets, se picouser. De se vacciner. De s'injecter. Vous dites picouser, d'accord. De s'injecter, parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous balance dans le corps. Donc, je ne sais plus dans quel régime nous nous trouvons.
qu'on est véritablement en démocratie ou en dictature? Je m'interroge. Si quelqu'un peut me donner la réponse, je suis preneur. Alors je vais vous dire, ça c'est vraiment la langue de Zop, si vous voulez, le bien et le mal, ou le verre à moitié plein et à moitié vide. Ceux qui croient au vaccin et qui pensent que le vaccin est efficace vous diront mais c'est pour votre bien et pour votre santé et qu'il faut le faire. Ceux qui ne croient pas au vaccin ou enfin qui le contestent vous diront non, pas du tout, oui c'est une dictature. Et ça c'est la polémique qui existe depuis le début du Covid et même bien avant. Oui, mais dans la mesure où on connaît les ingrédients qui vous sont injectés. Bien sûr. Bien sûr. Ça n'est pas le cas. Non mais Thierry, je veux dire, là, on a fait beaucoup de débats là-dessus. Vous avez raison de poser la question. Vous êtes parmi ceux qui la posent. Après, je vais vous dire, moi, je ne suis ni médecin, ni virologue, et encore moins épidémiologue. Le problème, c'est que vous avez des discussions vraiment extrêmement véhémentes, et même plus là-dessus. Vous avez des gens, des spécialistes qui vous disent oui, c'est extrêmement valable et c'est bon, et d'autres qui vous disent le contraire. C'est tout le problème, c'est que nous n'avons absolument pas un consensus, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan sanitaire, des soi-disant ou vrais spécialistes là-dessus. Et ça, malheureusement, écoutez, si on a une réponse un jour, nous vous la communiquerons, et en tout cas, j'aimerais bien la voir moi-même, vous voyez. Mais votre interrogation, c'est une interrogation qui se pose, et en tout cas, j'espère qu'elle sera résolue assez vite dans un sens ou dans un autre, parce que, effectivement, c'est une vraie interrogation. Et on reste au 0826 300 300 avec Sandrine qui nous appelle depuis les Hautes-Pyrénées. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Voilà, moi je rejoins la dame qui parlait justement des EHPAD et tout ça. Oui. Moi j'ai travaillé dans les EHPAD, je suis animatrice. Et justement, elle disait qu'il y a des personnes qui étaient soignantes et qui n'avaient pas de diplôme. Et justement, moi je suis révoltée pour ça. Parce que, en fait, moi je suis animatrice, j'ai que le BAPAT. Et on va vous dire qu'il vous faut un BPGEPS. Un quoi, hein? Un BPGEPS, c'est-à-dire le diplôme au-dessus. De ce que j'ai. D'accord. Et quand vous voyez que des aides-soignantes, justement, sont embauchées sans diplôme, où on va Moi, je sais pas, mais la dame a tout à fait raison, quoi. Ouais. Du coup, pour une animatrice, on vous demande des diplômes et des diplômes. Et en fait, vous retrouvez aide-soignante sans diplôme. Ouais. Oui, vous voulez dire s'il n'y a pas la formation, surtout dans des domaines aussi délicats, dans des domaines humains aussi délicats, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, parce que moi, comme je le disais avec des amis, animatrices, nous, on ne touche pas aux personnes âgées. Mais animatrice, pardon, c'est quoi votre fonction d'animatrice exactement? Alors moi, je suis animatrice dans les EHPAD. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? Je fais des remplacements pour l'instant. Parce que justement, j'ai juste le BAPAT. Non, mais c'est quoi votre fonction consiste en quoi? Ah bah moi, je vais animer, en fait, de leur faire des jeux, des réunions, des trucs comme ça. Ah, voilà, des trucs comme ça, quoi. D'accord. C'est vraiment des trucs pas dangereux, quoi. Franchement, on voit la différence. Hein. Mais quand on vous demande un BPGEPS, c'est-à-dire au-dessus de mon diplôme, hein, et que là, on vous embauche des aides-soignantes qui n'ont même pas de diplôme, comment voulez-vous qu'on se révolte pas, nous? Parce qu'en fait, on ne trouve pas de boulot, quoi. Ouais, je comprends. Élise? Oui, c'est vrai que c'est très paradoxal comme situation. Après, vous, madame, vous constatez aussi une problématique de manque de personnel à votre niveau? Oui, parce que en fait, moi, à chaque fois, ça fait trois CDI que je loupe, justement, parce que j'ai pas de BPGEPS. Voilà. Alors, c'est un gros problème parce que. Et vous ne pouvez pas le passer, ou vous ne voulez pas le passer, ce diplôme supérieur? Non, je vous pose la question. Oui, tout à fait. Justement, je suis en train de faire. J'ai envoyé un dossier en VAE parce que je ne veux pas le passer en formation. J'en ai marre. J'ai 50 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et du coup, je vais le faire. Je vais essayer de le passer en VAE. Mais voilà, il faut toujours des diplômes pour une animatrice qui ne touche pas les résidents, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Moi, je trouve ça. Alors, il y a quand même quelque chose de paradoxal, intéressant.
votre collègue, et bravo, elle était journaliste et elle a fait son métier de ce point de vue-là. Voilà. Personne lui a demandé un diplôme, il y en a d'autres comme ça. Et madame qui est animatrice, qui donc ne touche pas à la santé, elle touche à l'animation, voilà, elle a besoin d'un diplôme supplémentaire. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, apparemment. Oui, complètement, oui. Mais ça fait partie des mystères de la hiérarchie et de la diplomanie, j'allais dire plutôt. Merci en tout cas de votre témoignage. Et il vous reste un quart d'heure pour nous appeler au 0826 300 300. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir appelés. Merci pour tous vos témoignages. Et puis vous pouvez continuer à poser vos questions à Élise Richard. Je rappelle ce livre Cessons de maltraiter nos vieux aux éditions du Rocher. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je rappelle que vous posez vos questions à Élise Richard, journaliste d'investigation, auteur de Cessons de maltraiter nos vieux. Et nous avons des appels au 0826 300 300 au sud-est de Bordeaux, du côté de Bazas, avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Oui, bonjour Monsieur Berkov et bonjour à votre invité. Bonjour. Alors moi je suis rentrée donc de tournée et je bondis sur le sujet parce qu'en fait donc je suis infirmière libérale depuis beaucoup d'années, 25 ans, j'ai fait de la structure et actuellement j'étais en mixte sur une maison de retraite et donc en libéral. Donc la problématique du libéral, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Nous sommes 130 à 140 000 infirmières en France. Et nous avons avec effectivement les auxiliaires de vie, les aides ménagères et les aidants naturels qu'on appelle. Effectivement, nous sommes aux côtés donc de ces personnes âgées qui restent à domicile. Donc c'est une grosse problématique parce que la notion de dépendance en général est associée à une problématique de santé. Voilà, il y a du handicap, il peut y avoir une diminution des possibilités des personnes. Celles qui peuvent arriver à se débrouiller un petit peu, bon, ben elles ont peu de passages effectivement, puisque c'est le conseil départemental qui, en fonction d'une grille et de ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, va mesurer, si vous voulez, la notion de dépendance ou pas. Ce que je voudrais dire, c'est que on pourra mettre tout ce qu'on veut, des plateformes. Aujourd'hui, on nous parle du baluchonnage, qui est une idée très sympathique. C'est-à-dire, si vous êtes aidant naturel, que vous voulez partir quelques jours, 3 jours, mettons, vous avez un baptême, etc. Bon, on va vous donner une personne qui va pouvoir venir à domicile, s'occuper, sans sortir la personne âgée de son milieu. Elle va être prise en charge correctement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de personnel. Voilà, ça, on revient à ça. On en revient à ça. Voilà. Il y a 3, 4, 5 ans, j'ai assisté à un forum sur Bordeaux, c'était compétences, formation, etc. Les écoles d'aides-soignantes sur la Nouvelle-Aquitaine, c'était à peu près 1000 personnes qui étaient en cours de formation. Il en faudrait peut-être 1500. Tout le monde le sait, mais personne ne fait le nécessaire. Donc on se retrouve à domicile à devoir prendre en charge des personnes âgées qui sont quand même très lourdes. Il faut savoir que le minimum de place, le financement d'une maison de retraite, c'est 2 000 € à minima pour l'hébergement. Donc tout le monde ne les a pas. Tout le monde ne peut pas partir en maison de retraite, en EHPAD. C'est à minimal 2 000 € par mois, vous dites. Ah ouais, c'est l'hébergement pur et dur, c'est-à-dire vraiment. Ensuite, l'APA vient en sus. Il vient conforter, si vous voulez, le financement auprès des EHPAD. Donc c'est une articulation entre les infirmiers libéraux qui sont très importants. On nous a bassinés avec l'avenant numéro 6, c'est le bilan de soins infirmiers. Aujourd'hui, il est revu, il faut qu'on le revoie à la baisse puisqu'il y avait une clause de revoyure. C'est l'avenant numéro 6, le BSI, c'est le bulletin. Mais c'est quoi non, alors, juste parce que là, pour nos auditeurs, là, pour eux, c'est le bilan de soins infirmiers. Bilan de soins infirmiers, d'accord. Voilà, une infirmière à prendre des personnes de plus de 90 ans en charge. Voilà, aujourd'hui, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, refuse d'aller plus loin et les syndicats également, puisque l'enveloppe a été plus ou moins explosée. Il fallait s'y attendre. Quand on est dépendant, qu'on a plus de 90 ans et qu'on est malade, il faut savoir que le forfait, c'est un forfait, est à le maximum, brut, je pars, attention, 28,70 € pour une infirmière qui va intervenir le matin et le soir, voire 3 fois par jour, ou plus si c'est un forfait. Attendez, par visite? Non. Forfait.
Forfait jour, quotidien, forfait jour. Vous passez le matin, vous passez le soir, vous passez le midi s'il y a quelque chose à faire. Et vous touchez, et c'est 28,70 €. 28,70 € brut. Et aujourd'hui, la CNAM, comme l'enveloppe c'est même pas le forfait d'une femme de ménage. Hein. Exactement. Dans un certain nombre de villes. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, la CNAM veut revoir à la baisse ce forfait puisque l'enveloppe financière a été un peu beaucoup dépassée. Donc il va encore falloir, comment voulez-vous que les gens acceptent in fine de travailler pour 3 francs 6 sous, quoi. Les auxiliaires de vie ne sont pas aidées, elles sont confrontées parfois à des situations, quand vous avez des fins de vie à domicile, c'est très lourd psychologiquement. Si elles ne sont pas formées, pas aidées, elles le sont, si vous voulez, tous les gens et les organismes, et c'est bien pour eux, ils font tout ce qu'ils peuvent de les envoyer une journée pour, mettons, je sais pas, la maladie d'Alzheimer, après ça va être le patient diabétique, ça va être, voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir avoir du monde, que ce soit dans les EHPAD ou à domicile, il faut absolument qu'il y ait de la formation. Si on dit formation, on dit compétence, on dit bon salaire. Et voilà. Tout est lié. On retrouve effectivement ce que disait Élise Richard, ce que dit dans votre livre. Merci pour son travail. Hein. Oui, elle a fait un très bon travail. 3 années, je pense qu'elle a bien bossé. Non, elle a bien bossé. Il faut lire le livre parce qu'il correspond vraiment à une enquête, une vraie enquête. Mais alors, Élise Richard, au fond, alors parlons un tout petit peu politique, au sens politique santé. Vous seriez ministre des personnes âgées. Ce que je souhaite d'ailleurs, il faudrait peut-être avoir quelqu'un. Je ne dis pas que la personne n'est pas compétente, mais enfin bon. Non, mais quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? La priorité aujourd'hui, clairement, c'est de recruter plus de personnel et de mieux le former. C'est ce que disait Sylvie. Ça, c'est vraiment la priorité. Et tout le monde, les professionnels, les personnes âgées, tout le monde s'accorde là-dessus. Mais il faut recruter à hauteur des enjeux. Donc là, ce qui est proposé, 10 000 personnels d'ici 5 ans, c'est clairement pas suffisant. On estime aujourd'hui qu'il faudrait 350 000 professionnels dans le secteur en plus. Actuellement. Il y a une campagne qui a été lancée justement par le gouvernement pour ça. Mais il y a un vrai besoin de recrutement et de formation. Les deux vont de pair, parce qu'en effet, si on recrute du personnel non formé, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Après, il y a évidemment d'autres choses qui peuvent être faites pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Dans les EHPAD, il faut faire de plus petites unités pour qu'il y ait quelque chose de plus individualisé selon les pathologies, selon le degré de dépendance. Il faut que les établissements soient implantés au cœur des villes pour que justement les personnes ne soient pas marginalisées, mises de côté, qu'elles puissent continuer d'aller voter, de se déplacer, etc. Donc il y a beaucoup d'établissements qui ont déjà fait ce choix-là, qui permettent à leurs résidents justement d'être vraiment citoyens, de vivre au cœur de la ville. Certains ont même des boutiques à la fois ouvertes sur l'extérieur et dans l'EHPAD pour permettre justement cette circulation. Et puis il faut aussi que ça reste des lieux de vie, c'est-à-dire que même s'il faut évidemment plus de personnel, etc., il faut aussi recruter pas que du personnel soignant, mais plus d'animateurs, on en parlait, pour que les personnes, vieillir, c'est pas simplement être malade et dépendant, c'est aussi, donc il faut aussi maintenir que ça reste quand même des lieux de vie, permettre aux familles de pouvoir y aller malgré la crise, de pouvoir continuer de voir leurs proches. Et puis aussi, l'une des solutions, ce serait donc de pouvoir généraliser des expérimentations telles que les EHPAD hors les murs. On en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire... c'est quoi les EHPAD hors les murs? Les EHPAD hors les murs, en fait, c'est des EHPAD qui vont fonctionner à domicile. C'est-à-dire que les services de l'EHPAD vont se déplacer à domicile, ce qui va permettre à des personnes qui n'ont pas envie d'aller en EHPAD, mais qui ne peuvent pas rester seules chez elles, de pouvoir rester à leur domicile. Donc il y a des équipes mobiles qui vont venir à domicile voir les personnes. Il y a le médecin coordinateur de l'EHPAD qui va venir faire un bilan gériatrique de la personne. Donc c'est tous les services de l'EHPAD, si vous voulez, qui se déplacent à domicile. Et il va y avoir aussi des services
de connexion pour que les personnes puissent, par exemple, elles vont avoir des objets connectés chez elles. Et ce qui permet en cas de chute... Que la technologie puisse leur servir. Enfin, donc, oui, ce qui permet en cas de chute d'alerter un service qui va venir intervenir. Voilà. Et c'est tout un système qui se met en place, qui est expérimenté aujourd'hui, qu'il faut développer. En fait, cessons de maltraiter nos vieux parce que nous sommes ou nous serons tous vieux un jour. Et n'oubliez jamais, jamais que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Donc faites attention à vos parents, à vos proches, à tout le monde et surtout à vous-même. Merci beaucoup Élise Richard, et d'ailleurs je rappelle le titre de votre livre qui est évidemment ce slogan « Cessons de maltraiter nos vieux » aux éditions du Rocher. Il est bientôt en librairie, je crois, de mémoire. Mercredi le 29. C'est ça. Oui. Mercredi en librairie. Et évidemment vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube.